Dans notre exploration des rapports entre humain et nature, et plus particulièrement entre innovation et nature, on peut avoir une première attitude qui est l'écoute. Oui, on peut se demander comment être à l'écoute de la nature, comment la comprendre, et est-ce que essayer de la comprendre ne va pas aussi la dégrader, et si on la comprendre sans la détériorer. Ça veut dire que il faudrait une innovation qui soit non invasive, donc c'est un petit peu comme cette innovation là qui s'intitule donc Coral Reef Soundscape AI, qui est une IA développée par l'université d'Exeter, qui est testée en Indonésie, et en fait c'est une IA qui prend la forme d'un micro, d'un microphone, mais d'un hydrophone en fait, qui est plongé dans l'océan au-dessus d'un récif corallien, et qui grâce simplement à l'écoute, donc de façon non invasive, comme tu le disais, de façon non invasive grâce à l'écoute, eh bien, permet de cartographier l'intégralité des espèces animales et végétales d'un récif corallien. Oui, puis c'est assez beau d'une certaine manière, parce que contrairement à ce qu'on dit souvent, l'océan comme monde du silence, ce que disait Cousteau, en fait on a l'impression ici que c'est un monde qui grouille de sons, qui grouille de bruit, et ici on va s'en servir pour essayer de comprendre comment ça marche, pour essayer de, comme tu disais, de pénétrer de manière non invasive ces écosystèmes qui normalement sont très retirés et très peut-être pas sous notre main. Alors c'est intéressant aussi parce que comme tu le disais, auparavant on appelait l'océan le monde du silence, enfin c'était une expression convenue, et puis là on découvre en effet toute sa richesse sonore, et c'est aussi une bonne image je trouve par rapport à la Blue Tech, c'est tout le secteur de la tech qui va explorer les océans pour trouver des nouvelles particules, des nouvelles protéines, etc. pour les médicaments, enfin voilà, c'est tout un nouvel horizon en fait qui va se développer avec la Blue Tech. Mais on va revenir à cette histoire de son, parce que c'est vrai que souvent, pour explorer le monde, c'est plus la vue qui a été, ou le toucher peut-être. En tout cas, c'est vrai que l'ouïe n'est pas forcément un sens hyper sollicité, qui est un petit peu laissé de côté pour connaître le monde. Oui, en fait, comme tu dis, on utilise beaucoup la vue, et ce serait presque le sens terrestre, alors que sous l'eau, ce sont des environnements très noirs, très obscurs, et si vous voulez faire passer une information qui ne soit pas interceptée par des courants, il faut que ça puisse traverser des grosses distances, donc le son c'est très utile en fait sous l'eau, et donc on se rend compte que c'est plutôt l'ouïe qui est le sens très important dans cet environnement. Et donc ce que je trouve très intéressant ici, c'est comment est-ce que par cette innovation, l'homme va essayer de comprendre le langage de l'écosystème ou de la nature à laquelle il a affaire, et se l'approprier au lieu d'imposer une forme de schème déjà fait ou de moyens très humains en fait qu'on a de toujours comprendre la nature. Ici on s'adapte en fait un peu, voilà, une forme d'égalité, non? Parfait. Et alors, il me semble qu'en philosophie, la vue a été étudiée comme le sens de connaissance du monde, non? Oui, alors c'est vrai que normalement, la vue, c'est le sens de la connaissance, c'est aussi le sens qui reste à distance. Parce que ça permet la prise de recul, et ça permet d'envisager les choses sous tous les aspects, mais on ne touche pas à la chose. Donc là, effectivement, on est en train de subvertir un peu cette approche de la connaissance qui, comme tu dis, est très visuelle. Moi, ce que je me demandais, c'est peut-être, est-ce qu'on n'est pas en train d'élargir notre sensibilité d'une certaine manière? Est-ce que l'IA, parce que là, tu disais que c'était l'IA qui... Oui, exactement. Donc quand tu dis ça, ça veut dire que l'IA serait une sorte de prolongement de nous-mêmes, enfin un prolongement de nos sens, et en particulier de celui de l'ouïe, en fait, c'est ça? Oui, parce que si je comprends bien, par l'IA, on va entendre des choses que l'oreille humaine n'aurait pas entendues. Alors voilà, exactement. Et puis évidemment avec une finesse que nous ne pouvons pas atteindre, et aussi le fait de traiter ces données pour les cartographier, et donc d'avoir cette connaissance bien plus fine d'un récif corallien.
qui, comme on le sait, est une source de... Enfin, c'est d'abord un capteur de CO2 énorme, et puis une ressource pour pas mal d'humains sur Terre. Donc, évidemment, la préservation est tout à fait importante. Mais Nietzsche parlait dans un de ses fragments de ce sujet, justement, non? Absolument, il disait, cette phrase, il disait l'œil, voilà ce qui domine tout être humain. Sujet, l'oreille entend le son, une toute autre conception merveilleuse du même monde. Et là, en fait... Du même monde. Exactement. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que, d'après donc, cette citation de Nietzsche, on considère que c'est le même monde qui est vu ou entendu. C'est bien ça? Exactement. Ça paraît un peu étrange que, par des sens différents, on ait le même monde, finalement, non? Oui, parce que disons qu'il comprend toujours que c'est toujours le même monde, mais il y a diverses manières de l'aborder. D'accord. Et à mon avis, ce qu'il essaye de faire là, c'est de nous inviter à nous dégourdir. Il essaye de nous inviter à ouvrir nos sens, parce que plus on a d'approche sensorielle d'un objet, et plus on le connaîtra d'une manière riche et diverse. D'accord. D'une certaine manière, c'est un peu l'application philosophique nietzschéenne oui, c'est ça. sur cette innovation. D'accord. Et quand on parle comme tu le disais, d'étendre, il y a comme une extension de nos sens, est-ce que c'est aussi un rapport avec l'empirisme finalement? L'empirisme, qui est, bon, c'est toi la philosophe, donc c'est pas moi qui vais expliquer ce que c'est. D'ailleurs, je te laisse l'expliquer. L'empirisme, en fait, c'est cette conception philosophique qui consiste à dire que la connaissance émerge de ce qu'on va pouvoir sentir du monde. Plus on a de données empiriques, en fait, plus on connaît. Donc oui, tu as tout à fait raison. En fait, comme ça élargit les données empiriques, ça élargit les données sensorielles, on va pouvoir avoir une connaissance beaucoup plus grande. Et encore une fois, ça nous permet d'avoir un autre point de vue, en fait. D'accord. Et aussi un autre point de vue, mais aussi tu disais que c'était un changement de positionnement, d'une sorte d'égalité finalement entre l'observateur et l'observé. Donc finalement on se demande s'il y a encore un observateur et un observé. Enfin il n'y a plus de position de supériorité. Et là peut-être qu'on peut parler de Paul Shepard. Oui, parce que effectivement, comme tu dis, c'est un peu une forme de renversement de cette position qu'on a toujours adoptée vis-à-vis de la nature, qui est une position surplombante. On n'est plus dans l'idée que l'homme souverain vient aborder une nature qui serait inférieure ou une nature qui serait objet de son étude. En fait, comme tu dis, on est à égalité. Il y a deux parties qui se font face et l'homme essaie de comprendre ce qu'il a en face de lui. Il essaie de parler comme cette chose qui est la nature ici. Et donc, on est dans ce que Paul Shepard a appelé le renversement de la métaphysique néolithique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Métaphysique néolithique. Oui, alors c'est-à-dire... pourquoi? En fait, ce qui veut dire, c'est que néolithique, ça vient de la révolution néolithique, c'est-à-dire la révolution de l'agriculture. En gros, à partir du moment où l'homme découvre l'agriculture, l'homme met en œuvre l'agriculture et change son rapport à la nature, en fait, il commence à la domestiquer, il commence à se croire supérieur à la nature et à en faire ce qu'il veut. Et donc là, on est dans un reversement de cette métaphysique néolithique au sens où l'homme n'est pas souverain. L'homme est égal, est l'égal en fait de ces parties qui sont naturelles et qui sont... Très intéressant. Et ton lapsus aussi était intéressant et ça m'a fait penser à quelque chose, mais... Tu as failli dire l'homme a toujours se sentait inférieur à la nature. Oui. Donc est-ce que finalement, alors que tu veux dire supérieur, mais est-ce que finalement, en adoptant cette attitude surplombante et supérieure, est-ce que du coup, on n'est pas un peu dans le retour de phase et que là, on se sent inférieur avec cette attitude supérieure? Enfin, tu vois le paradoxe ou je joue trop sur les mots? Ou est-ce que tu vois ce que je veux dire sur le fait de ne pas être à la hauteur finalement de la nature, en ayant cette attitude supérieure? Ça peut donner un sentiment de vertige en fait, de voir à quel point on connaît rien. Ah oui, c'est ça. À quel point en fait, quand on change juste notre prisme, en fait on comprend plus rien. Donc, alors ça c'est intéressant parce que, pardon je te coupe, mais ça veut dire que la connaissance dépend aussi du prisme de la grille de lecture. Exactement. Et que la question c'est, existe-t-il vraiment une grille de lecture pour comprendre la nature et donc la préserver, etc. C'est un peu la question. Voilà, et ce que tu disais qui est très intéressant, c'est que ce qui nous permet finalement de sortir de ce prisme, de nous arracher à notre vision purement humaine très limitée, c'est l'IA ici. C'est-à-dire qu'elle va nous donner
une manière de sentir qu'on n'a pas, parce qu'on a un corps limité. Hmm. Et ça, je trouve ça assez formidable de se dire que la technique va nous permettre de sentir autre chose, d'entendre des choses, de traduire en fait quelque chose qu'on n'aurait pas pu sentir juste avec notre corps. Donc, Et aussi, alors c'est une double position d'humilité peut-être, alors humilité par rapport à la technologie, par rapport à l'IA, parce que là tu viens de dire qu'en quelque sorte on se rendait compte qu'on n'avait pas les sens assez développés par rapport à une IA qui elle est capable d'entendre des bruits et puis de les analyser, et pas nous. Et puis aussi humilité par rapport à la nature. Exactement, je pense que donc c'est une sorte de... c'est le terme. Ouais, c'est le terme. Mais alors, du humilité, coup, c'est, égalité, modestie aussi. Modestie. Comme on disait, c'est plus cette position surplombante. Donc c'est une sorte de révolution de point de vue, comme une sorte de révolution copernicienne. Exactement, c'est une révolution copernicienne aussi à la fois dans la... Est-ce que tu peux rappeler ce qu'est la révolution copernicienne ? Oui, alors on dit révolution copernicienne comme une sorte de métaphore par analogie avec cette révolution donc, de Copernic qui en fait change complètement notre vision du monde à l'époque, puisque en fait on se rend compte que la Terre n'est pas au centre de l'univers et que en fait c'est le Soleil et que nous sommes qu'un astre parmi d'autres. Peut-être effectivement qu'on pourrait dire que ici on a affaire à une révolution copernicienne dans le sens où on change encore une fois notre vision du monde. En tout cas on élargit, on repousse la frontière de notre point de vue. Et donc, et je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire révolution copernicienne.